Je vais appeler mon collègue et compère Arnaud Fleury qui va prendre en main le lancement de la table ronde sur les secteurs porteurs de la transition énergétique. Arnaud. Eh ben merci à vous. Voilà, on va essayer d'être concret, d'entrer vite dans le vif du sujet pour parler un peu de notre problématique, donc des secteurs porteurs pour l'offre française dans la transition énergétique de l'Afrique. On va essayer de parler ville durable, on va essayer de parler énergie, on va essayer de parler mobilité, un peu d'effleurer le sujet du financement, même s'il y aura une table ronde qui nous succédera en la matière. Et puis peut-être parler de la réforme du commerce extérieur français, en quoi ça peut quand même servir une offre française qu'on pourrait croire bien meilleure à destination de l'Afrique. J'appelle par ordre alphabétique Jean-Louis Bal, venez donc me rejoindre. Jean-Louis Bal, que tout le monde connaît bien évidemment, président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Jean-Louis. Toujours par ordre alphabétique, Pierre-Antoine Berthold, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, Pierre-Antoine Berthold, si vous voulez nous rejoindre. Il est le patron Afrique, directeur général Afrique chez Akuo Énergie. Et on connaît aussi Akuo Énergie parce que vous avez un développement un peu original par rapport aux autres de développement, de financement, de construction, d'exploitation de centrales, de production d'ENR dans les domaines les plus variés, avec de gros investissements, par exemple aujourd'hui au Mali et puis à Djibouti, entre autres. Ensuite, c'est Olivier Collat que j'ai vu tout à l'heure. Non, voilà, mais Monsieur Wolf est déjà dans les starting blocks. Venez, Olivier Collat, directeur business et développement et partenariat chez Bolloré Solutions. Il connaît très très bien notamment les histoires de la division stationnaire, tout ce qui sont les grosses unités de stockage. On sait que c'est la clé, peut-être aujourd'hui, pour avoir des ENR régulés et efficaces en Afrique. Et puis donc c'est Gérard Volles, voilà, qui m'a rejoint avant même d'être appelé, il a bien raison. On vous connaît bien du côté du MEDEF, vous dirigez la task force Ville Durable au MEDEF. Vous êtes un ancien d'EDF. Pendant 18 ans, vous étiez à Direction Internationale, donc là aussi, vous connaissez bien les problématiques de grand export. Et puis, vous êtes le fédérateur de Vivapolis International Ville Durable qui vient d'être relancé ou qui va être relancé notamment sous la houlette de Monsieur Lemoine. Et enfin, vous faites des affaires et vous avez bien raison. Vous avez une entreprise qui s'appelle Brix Access et qui, donc, comme le porte bien son nom, qui fait donc du conseil en partenariat et en investissement avec un certain nombre de pays émergents, dont l'Afrique, j'imagine. Allez, on va démarrer avec vous, Gérard Wolf. Alors, peut-on parler aujourd'hui d'offres, de demandes en termes de villes durables en Afrique et donc d'offres afférentes pour les Français? Peut-on déjà parler de villes durables ou est-ce que ce n'est pas un peu tôt? On l'a pas mal abordé. Ils vont tout de suite peut-être rentrer dans la ville intelligente. Quelqu'un l'a dit lors de la table ronde précédente. Est-ce que ce n'est pas aller un peu vite en besogne? Je ne sais pas. Mais je vous pose la question. Y a-t-il de la place pour une logique de ville durable et d'une offre française en la matière? Bonjour à tout le monde. La réponse est définitivement oui. Mais oui. Je voudrais juste avant faire passer un message à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui nous reçoit aujourd'hui. Je ne sais pas si l'un de ses responsables est ici. Je ne les félicite pas pour leur commitment sur la ville durable. L'engagement, oui. L'engagement, merci en français, puisqu'il est impossible d'y rentrer un vélo. Voilà, oui, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, c'est pas terrible, mais ils ont des grandes... C'est vrai que le vélo est un instrument de terrorisme excessif. Voilà. Alors, voilà. Surtout, donc on est surtout dans Paris 8e. Bon, voilà. Mais cela dit, il y a des logiques de sécurité. Oui. Allez. Alors, la ville durable. Passons maintenant aux choses sérieuses. Oui, bien sûr, la ville en Afrique, et même plus qu'ailleurs, doit être durable. Pourquoi? Parce que je rappelle que la ville, c'est 70% des gaz à effet de serre, d'émissions des gaz à effet de serre. Et donc, c'est là principalement que se joue l'enjeu climatique, qui est le thème de la journée dont je veux encore remercier le CIAN et le MOSI de l'avoir organisé. Oui. Sur le fond, c'est quoi concrètement? C'est une population urbaine qui va tripler, vous le savez, passer de 500 millions d'urbains aujourd'hui à 1,5 milliard en 2045. 2045, c'est demain en termes d'infrastructure. Et pour nous, pour les entreprises françaises, nous sommes capables de répondre à ce défi parce que nous sommes sur toute la chaîne de valeur de la ville. Ça veut dire la planification amont, ça veut dire la construction, ça veut dire les transports en commun, ça veut dire tout ce qui est utilities, traitement des déchets, etc., avec des solutions propres. Ouais, on va essayer de passer tout ça en revue, mais quelles sont les villes qu'il faudrait cibler aujourd'hui? Est-ce qu'il faut cibler Lagos? Est-ce qu'il faut cibler Le Caire? Est-ce qu'il faut cibler l'Afrique du Sud? Où est-ce que l'offre française pourrait être Abidjan, Nairobi, toutes ces villes qui vont faire 5, 10, 15 millions d'habitants? Oui. Quelles sont ces villes qu'il faudrait cibler en priorité? Ou est-ce qu'il faut aussi avoir une offre française
vers des villes moyennes, des grosses villes régionales en Afrique? La réponse, c'est fromage et dessert. Oui. À la vérité, techniquement, on le voit avec nos entreprises. On a, dans la Task Force Ville Durable, j'aurais peut-être dû le dire, 500 entreprises du secteur de la ville, de tous les secteurs de la ville. Qui dit 500 entreprises, dit bien sûr qu'il y a des très grandes, celles du CAC 40 qui sont concernées par le sujet, mais il y a aussi des PME, il y a aussi des start-up. Et la réponse, c'est qu'il faut qu'on soit sur les grandes villes, que c'est souvent plus difficile de prendre le sujet sur une ville comme Lagos ou sur, si vous prenez l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle maintenant le district de Johannesburg, Gauteng, voilà, de Johannesburg, Pretoria. Le Gauteng. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus dur que de prendre le sujet dans des villes moyennes. Mais le problème se pose partout. Pour changer, parce que beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu dire que le Caire, c'est probablement 22 millions d'habitants. Personne ne le sait exactement. Est-ce que c'est 18 ou 23 ? Mais c'est 22 millions d'habitants et c'est 1 million de plus tous les ans, à peu près, etc. J'ai décidé aujourd'hui de prendre juste un autre exemple parce qu'il est plus frappant. Oui. La Zambie. Oui. Tout le monde se dit, la Zambie... Rappelez-nous la capitale de la Zambie. Lusaka. Voilà, bien vu. Quel est le problème urbain en Zambie? Mais... On se dit, en Zambie, c'est un petit pays finalement. Pardon, s'il y a des Zambiens, ça n'a rien de méchant. Il y a 17 millions d'habitants. Il y a une croissance démographique de 3,1%. La Zambie, c'est 1 million d'habitants de plus tous les 2 ans. 1 million d'habitants. Et tous ces habitants vont dans les villes. Pas seulement Lusaka, mais les villes de Zambie. Donc le sujet, pour répondre à la question, il est partout. Il est dans les grandes villes, il est dans les petites villes. Et l'offre française est partout. Elle doit se multiplier. Et notamment, elle doit se multiplier, je prends l'autre casquette Vivapolis, grâce au club de la ville durable qu'on est en train de créer un peu partout. Le premier, c'était à Abidjan. Ouais. Absolument. On en a créé un au Caire qui marche très très fort. Il y en a un qui est en train de se créer en Afrique de l'Est. Et là, c'est toute l'offre française qui, en quelque sorte, se regroupe, se fédère. Ça a été, je sais qu'Abidjan, c'était un peu sous votre houlette, d'ailleurs, que ça a été fait sous la présidence Hollande, je crois. C'est ça. Ça paraît loin aujourd'hui. Égypte, oui, ça paraît loin, que vous dites. Oui. En Égypte, pareil. Et là, c'est en train de se créer en Afrique du Sud, pour l'Afrique du Sud et l'Afrique australe. Et c'est en train de se créer probablement au Kenya pour l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire qu'ils donneront une vocation régionale. Alors, est-ce que c'est possible de faire, parce que moi j'ai souvenir d'avoir animé quelque chose sur le Kazakhstan, par exemple, ils ont des grosses ambitions sur la ville durable, ils partent de très très loin, ils voudraient qu'Astana, par exemple, à terme, ce soit 70% de production ENR, encore une fois, ils partent de très très loin, mais il y a une offre française qui s'est montée, vous avez vu, avec des démonstrateurs, une réalité virtuelle, on arrive sur place et on leur montre comment toutes les briques françaises peuvent s'intégrer et leur proposer une offre globale. Est-ce qu'on pourrait le faire en Afrique? Est-ce que ça aurait du sens? Mais c'est pas que ça aurait du sens, c'est que ça a du sens. C'est ce qu'on est en train de faire. Et si je prends l'Égypte, pour changer un petit peu des terres habituelles qu'on évoque quand on parle d'Afrique, l'Égypte, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, puisque le président Sisi a décidé de lancer, non pas 8, mais 13 villes nouvelles, des villes qui sont dimensionnées entre 2 et 5 millions d'habitants, et pour lesquelles il y a besoin de tout en même temps. Il faut construire la ville. Et donc, c'est notre offre qui est capable. Il y a eu une partie du master planning qui a été fait par les Chinois, mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin et surtout, il faut aller très vite. Et c'est l'offre française. Il ne s'agit pas de faire un packaging commercial, mais il s'agit, et je peux vous dire que ça change la vie des maires qu'on voit. Il n'y a pas de maires en Égypte, mais en Afrique, il y en a beaucoup. Ça change la vie des maires quand on vient les voir ou quand ils viennent à Paris nous rencontrer et qu'on leur dit « Monsieur le maire ou Madame le maire, on est capable de répondre à l'ensemble de votre problématique, c'est-à-dire d'accueillir 1, 2, 5 millions d'habitants dans les 1, 2, 5 ans qui viennent. » Surtout que c'est important, ce sont de plus en plus les élus locaux, les édiles qui vont prendre le pouvoir en Afrique et on ne sera plus dans une logique en quelque sorte de force, de pouvoir, etc., de prestige avec des pouvoirs nationaux parfois difficiles à appréhender, mais ce seront les forces locales, c'est peut-être elles qui feront le mouvement. Alors, mon cher Jean-Louis... Je peux juste rajouter un point là-dessus, sur le fait que, oui, c'est important parce qu'en plus, il y a des financements, c'est un sujet majeur, il y a des financements aujourd'hui multilatéraux ou des financements de philanthropie ou des financements nouveaux de type financement vert qui viennent justement directement au niveau sous-souverain, comme on dit,
c'est-à-dire au niveau de ces villes ou de ces régions. C'est ça. Hein. Et ça, c'est très important parce que ça va beaucoup plus vite en réalisation. Bon, on aura l'occasion de vous retrouver tout à l'heure là aussi sur ce que vous conseillez en matière d'éolien, en matière de solaire, bien évidemment. On pense beaucoup au solaire, mais il y a l'hydro aussi, on l'a abordé tout à l'heure au cours de la table ronde précédente. Alors juste avant, Jean-Louis Bal, pour rester sur la ville durable, comment vous réfléchissez au SER pour fédérer, pour proposer une offre française, par exemple dans le bâtiment intelligent? Est-ce que ça a déjà du sens en Afrique de se projeter sur ces questions-là? On n'a pas encore abordé le bâtiment intelligent. C'est vrai qu'en Afrique, c'est beaucoup moins prégnant que le transport, hein, par exemple, dans le bilan carbone, ou que la cuisine, etc., la vie quotidienne. Mais enfin, on devine que ça ne peut que monter en puissance. Comment le SER vous positionnez sur la ville durable en Afrique? Alors pour commencer, d'abord je voudrais saluer Alexandre Villegrain. Ouais. Il m'écoute pas. Si, il a toujours une oreille qui traîne, vous savez. Alexandre Villegrain qui est non seulement le président du CIAN, mais qui est aussi président de la SOMDIA. Et c'est la SOMDIA qui m'a fait venir en France il y a maintenant 33 ans. Donc je voudrais le remercier. Vous avez d'ailleurs été prof en Égypte, non? En Algérie. En Algérie, pardon. Oui, en Algérie. J'ai vu ça dans votre biographie. Je ne savais pas. Vous avez commencé oui, donc par l'Algérie. au syndicat des énergies renouvelables, qui regroupe 400 entreprises, tous les grands énergéticiens, 380 PME, dont certaines sont à cette table ronde. Oui, je crois d'ailleurs que Bolloré Blue Solutions vous a rejoint absolument. Récemment. Oui. Et donc nous avons commencé par fédérer l'offre française sur les énergies renouvelables, spécifiquement sur les énergies renouvelables. Mais on s'est très vite rendu compte que dans un continent comme l'Afrique, où on a des systèmes électriques de très petite dimension, on arrive vite à saturation. Dès qu'on met une centrale de 50-60 MW de solaire photovoltaïque, on a des problèmes d'intégration au réseau. Et donc nous avons, avec l'association Think Smart Grid, qui regroupe, elle, tous les acteurs du réseau intelligent, donc à commencer par nos gestionnaires de réseau, Enedis notamment, mais aussi les grands équipementiers comme Schneider, etc. Donc, il y a à peu près 80 membres dans cette association. Donc nous avons conclu un accord de coopération et nous allons maintenant avoir une offre française sur l'ensemble énergie renouvelable et réseau intelligent. Quand on dit réseau intelligent, ça va évidemment jusqu'aux usages de l'électricité derrière. Et là, vous pensez notamment à des applications en mode urbain, parce qu'encore une fois, l'Afrique, ce sera 1,5 milliard d'urbain dans 40 ans. Alors, l'Afrique, ce sera effectivement 1,5 milliard d'urbain, mais on aura aussi toujours les 600 millions d'Africains qui ne sont pas connectés au réseau. Et c'est une population qui reste stable, même si l'augmentation de la population se fait dans les zones urbaines. Ceux qui sont dans les zones rurales, cette population reste très stable depuis des années. Et donc on a à avoir deux approches. Une qui va être centrée sur les systèmes électriques, avec cette dimension donc, de réseau intelligent. Et puis par ailleurs, ce qui a déjà été plusieurs fois abordé dans les tables rondes précédentes, c'est le off-grid, comme on dit maintenant, donc le hors-réseau, oui. sur lesquels on est aussi en train de fédérer l'offre française. Alors je voudrais souligner un point d'actualité. Donc, si vous lisez les échos de ce matin, vous verrez qu'une entreprise française qui s'appelle Fonroche vient de remporter un appel d'offres au Sénégal pour la fourniture de 50 000 lampadaires solaires. Et donc ce sera signé à l'occasion de la visite de M. Macron donc, à Dakar. Mais vous avez aussi les grands énergéticiens comme EDF, ENGIE ou Total qui développent des solutions sur l'off-grid. Fonroche qui est très présent aussi au Maroc, notamment, je sais qu'il se développe beaucoup au Maroc, vous confirmez. Alors, avant de vous repasser la parole, cher Jean-Louis Bal, parce qu'effectivement, on va beaucoup parler du hors-réseau, plus que du réseau finalement, parce qu'on a bien compris que la haute tension, c'est quand même quelque chose qui sera rare et son développement en Afrique et les interconnexions. On va parler du hors-réseau et des centrales hybrides. Juste avant, pour rester sur la question de la ville et de la mobilité, notamment la mobilité électrique, je me tourne vers vous, Olivier Collat. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place en Afrique déjà pour des solutions d'électromobilité? On connaît vos
les solutions que vous commencez à proposer en Europe, aussi en Afrique, un peu en Côte d'Ivoire, je crois. Mais enfin, on a quand même l'impression que ça reste aujourd'hui la portion ténue, congrue. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se développer ou que c'est encore un peu tôt? Bon, bonjour. Il est clair que la priorité de l'Afrique n'est sans doute pas la croissance des véhicules électriques, des voitures et des bus. Hein. Il y a sans doute d'autres priorités. Par contre, on commence à comprendre qu'il y a des appétences de certains pays, et notamment de ces grandes villes, essentiellement pour les bus électriques. Hein. Il y a eu un exemple ce matin aussi au niveau des bus à gaz. On a aussi des demandes sur les bus électriques. Et on peut dire qu'il y a déjà des réseaux de bus électriques en Afrique. À Brazzaville, par exemple, nous avons une vingtaine de bus électriques Bolloré. Ouais. Il y a aussi une demande très forte pour ces véhicules électriques d'avoir une alimentation de ces bus avec des énergies renouvelables. Donc on va aller peut-être même plus vite que dans d'autres pays en Europe. C'est-à-dire que les bus qui vont être amenés en Afrique seront alimentés directement par des énergies renouvelables et des batteries, puisque ces bus seront évidemment rechargés pendant la nuit. Donc il y a déjà des projets, et il y a une place française qui s'active. Hein. Vous faites partie des deux constructeurs. On a quand même deux constructeurs de batteries. Hein. Il y a Saft et puis il y a donc vous-même. Je crois d'ailleurs que vous mettez toujours souvent en avant que vous avez des modèles de batteries particulièrement adaptés à l'Afrique parce que résistant bien aux chaleurs, il ne faut pas forcément des installations de climatisation pour donc les refroidir. L'offre française en la matière sur l'électromobilité vous semble avoir pris conscience du potentiel en Afrique ou pas ? Oui, tout à fait. Hein. Je pense que la France est un des pays où l'électromobilité est le plus développée. Hein. Vous avez vu récemment l'exemple de la RATP donc, à Paris, qui va lancer le plus grand appel d'offres du monde de bus électriques, avec 1000 bus d'ici 2 ans. Donc c'est un effort incroyable. Donc il faut essayer de profiter en fait de cette expérience française pour la développer ailleurs dans le monde. Ouais. Et l'Afrique est un bon exemple. Est-ce que vous pensez que le développement de l'autopartage peut être une solution pour l'Afrique? Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura un développement de toutes ces applications qui permettent en quelque sorte d'optimiser cette électromobilité de demain? Est-ce qu'ils pourront y passer directement comme ils sont passés? On met souvent, c'est un peu une tarte à la crème, l'exemple des télécoms, ils sont passés directement à la 3G et la 4G. Est-ce que ça pourrait se développer en Afrique ou là aussi ça reste secondaire? Enfin, comme vous le savez, l'autopartage en Afrique est déjà développé sur d'autres formes. Sur les taxis collectifs, voilà. C'est ça? Ouais. Depuis longtemps, hein, c'est sans doute le continent qui utilise le plus en fait cette possibilité de ne pas posséder une voiture mais de la partager avec d'autres. Donc elle va être structurée différemment petit à petit avec justement ces nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, donc le téléphone portable, que tout le monde a aussi en Afrique. Donc ça va se faire aussi en Afrique, certainement. Alors voilà pour la mobilité, je suis désolé, on est un peu pris par le temps et on va essayer de balayer quand même un certain nombre de sujets. Donc les secteurs porteurs de la transition énergétique pour l'Afrique. Alors Pierre-Antoine Berthold, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a quand même de la place pour de la haute tension, de l'interconnexion? Il y a quand même des choses en Afrique. Je sais que vous êtes beaucoup hors réseau, parce qu'on sait, ou tout ce qui est maillage secondaire, parce qu'on sait que le réseau reste faible. Est-ce que vous pensez, malgré tout, qu'il y aura un développement des grosses infrastructures et qu'il y a une place là aussi pour les Français réputés excellents en la matière? Bonjour. Oui, bien sûr qu'il y a une place pour la haute tension en Afrique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un territoire immense, des pays qui vont bénéficier d'une interconnexion entre eux, ce qui vont leur donner des capacités de régulation. C'est ça qui est important. Vous prenez un réseau au niveau d'un pays ou une boucle locale et vous avez une capacité d'introduire de l'énergie renouvelable relativement limitée. Maintenant, si vous les interconnectez entre eux avec un backbone, vous avez plus de flexibilité puisque vous avez un foisonnement d'utilisateurs et un foisonnement de producteurs. Maintenant, ça reste quand même, vous allez avoir une géographie couverte en Afrique par ces réseaux qui va peut-être représenter 40% du territoire. Les 60% restants, de toute façon, sont les oubliés de la Terre parce que même les politiques de leurs propres États ont déterminé qu'au-delà de 100 km du réseau principal, on ne mettrait plus de réseau. Donc l'îlotage énergétique autour des points de consommation sera très probablement la solution à choisir. C'est celle que vous avez choisie en quelque sorte, d'être sur des réseaux secondaires, pas directement opérationnels, et de faire cette espèce de maillage terrain par terrain, en quelque sorte, sur une demande en Afrique. Alors, je dirais qu'on n'a rien choisi.
C'est-à-dire qu'on prend simplement la mesure de l'endroit où on arrive. On a une boîte à outils, on est un acteur multitechno, c'est-à-dire que soit les conditions de vent sont bonnes, soit les conditions d'ensoleillement sont bonnes, soit il y a de la biomasse, soit il y a de l'hydro, et en fonction de ça, il faut faire une réponse simplement adaptée au site, sur un circuit court, en essayant d'éviter les pertes de transport. Enfin voilà. Donc, soit on est sur les routes secondaires, soit on est sur l'autoroute. Il y a des solutions pour tout. Maintenant, il y a une chose qui est une urgence absolue, c'est quand même d'éviter que la pauvreté rejoigne la pauvreté. Vous avez aujourd'hui des tas d'endroits en Afrique qui sont... je vais prendre un exemple simple. Enfin, j'espère que le président Alpha Condé va me pardonner. Vous prenez à Guinée, vous prenez la deuxième ville du pays, Cancan, il y a de l'électricité de 18h à 24h. Cette ville, avant cette ville, je dirais il y a une vingtaine d'années, avait de l'électricité 24h sur 24. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une jeunesse qui aujourd'hui n'a pas accès à la recharge du téléphone portable ou à Internet. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part à Conakry et elle vient rajouter du secteur informel au secteur informel. Voilà. Donc, il y a des urgences, mais en même temps, on a tous les outils. Le problème de l'intermittence des ENR est réglé par des batteries qui coûtent de moins en moins cher et qui font que il n'y a quasiment jamais de cas où nous sommes, même avec des batteries en puissance importante, plus chers que du diesel. Donc aujourd'hui, on arrive, c'est la chance de ce continent, c'est qu'il a le potentiel aujourd'hui de changer complètement la donne et d'abandonner le thermique. Et donc on aurait des groupes électrogènes en quelque sorte qui ne seraient plus qu'un ultime secours en quelque sorte. Nous, on bosse même sur des gazéificateurs, sur des solutions avec du bois ou simplement même des arbustes à pousse rapide, ce qui permet de régénérer en permanence la biomasse. On travaille, vous aviez cité le groupe Rougier, on travaille avec eux là-dessus, de manière à ce que même la partie thermique de l'hybridation soit générée par une création d'emplois locaux, du foncier, il y en a en Afrique, c'est pas le problème. Nous, lorsqu'on a commencé à associer l'agriculture à l'énergie, c'était sur l'île de la Réunion, il y avait un problème de foncier parce que soit on expropriait le monde agricole pour mettre de l'énergie renouvelable, soit on décidait quelque chose de plus intelligent qui était le partage des terres et puis ensuite l'optimisation, et par la suite de même permettre que l'agriculture se passe dans des infrastructures protégées anticycloniques qui n'auraient été finançables que grâce à l'énergie. Donc en fait en Afrique on peut tout faire. Après, il faut un accès au financement. Enfin, ça, c'est un autre, on va en parler tout à l'heure, point. Oui. Et puis, il faut avoir des interlocuteurs devant nous qui comprennent les contraintes de ce jeu. Qu'est-ce que c'est qu'un financement international et tout ça. Et voilà, c'est compliqué. Alors, vous êtes en train de monter une des plus grosses centrales solaires en Afrique de l'Ouest au Mali, 50 MW, je crois que le financement est assuré, là il y a la construction. Voilà, comment ça se passe ? C'est un travail de très très longue ampleur, vous avez dit que vous essayez d'avoir un volet de RSE bien sûr là-dessus, ça va changer évidemment la vie de dizaines de milliers de personnes. Comment ça se passe ? Est-ce que ce genre de modèle, de grosse centrale quand même, aujourd'hui, est duplicable ? Ailleurs en Afrique. Il est duplicable uniquement quand on trouve des conditions, je dirais, de réseau de tension équivalentes. Donc ça va représenter un certain nombre de projets. Ce ne sera pas du tout la majorité des projets. Alors vous savez, après, ce sont des questions de mise en place d'infrastructures. Les grands bailleurs, les grands multis sont aujourd'hui plus préoccupés par la question du maillage de réseau des différents pays, et ils ont raison, que par participer au financement finalement des outils de production. C'est ça qui est naturel, c'est la priorité. Il ne pourra pas y avoir de développement d'ENR on-grid, dans le réseau, s'il n'y a pas un réseau qui permet de tous les mailler. Voilà. Alors, Jean-Louis Bal, le hors-réseau, c'est aujourd'hui
la priorité en quelque sorte, puisqu'on a bien compris les explications de M. Berthold. Et là, il peut y avoir une offre française qui peut être rapidement, qu'on peut rapidement étendre et proposer là-bas. Quelle est un peu la remontée que vous avez au SER sur l'offre française en hors réseau? Que veulent les Africains? Que peut-on leur proposer? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, est-ce que c'est la priorité? Moi, je dirais volontiers, comme Gérard tout à l'heure, que c'est fromage et dessert. Hein. Oui, oui. Mais on est d'accord, mais sur un mot sur les réseaux. Ouais. C'est quand même le facteur limitant de la croissance économique aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas, comme ça a été expliqué, satisfaire donc la demande sur les systèmes électriques, parce qu'il y a une croissance de la population, une croissance, ben vous n'arrivez pas non plus à faire du développement économique. Donc il faut absolument pouvoir développer ces réseaux, développer les interconnexions et y brancher beaucoup d'énergie renouvelable. À côté de ça, les 600 millions de personnes qui n'ont pas accès au réseau, elles resteront encore 600 millions pendant des décennies. Et donc là, il faut trouver des solutions. Et il y en a beaucoup qui émergent. Alors les pays d'Afrique de l'Est sont très largement à la pointe dans ce genre de développement, à la fois sur des systèmes individuels, mais aussi des sur kits solaires en quelque sorte. Des kits solaires, mais avec des innovations, pas tellement technologiques, mais des innovations sur le mode de paiement. Hein. C'est le fameux Pay as you go. Donc Par smartphone, oui. Par smartphone, et vous payez tous les mois pendant 2 ou 3 ans. Et si vous ne payez pas, eh bien, votre système s'arrête. Mais vous pouvez le relancer en payant avec votre smartphone. Donc, alors il y a le kit. Il y a le kit, mais à côté de ça, il faut aussi pouvoir développer des mini-réseaux à l'échelle de petites villes ou de villages. Et là, encore une fois, l'Afrique de l'Est, l'Afrique anglophone, est en avance sur nous. Parce qu'ils n'ont pas hérité de la notion de la péréquation. Vieille notion française. Vieille notion française qu'on retrouve en Afrique francophone. Comme ça fait débat dans notre pays, on peut penser que ça fera débat aussi en Afrique francophone. Alors. Parce que lorsque vous développez un mini-réseau, vous allez forcément avoir des coûts du kilowattheure qui vont être supérieurs à ceux du grand réseau national. Et les consommateurs vont difficilement accepter de payer leur kilowattheure 50% plus cher, ce qui serait nécessaire pour l'équilibre du modèle économique. Donc là, il y a un cadre réglementaire et tarifaire qui est à trouver. Néanmoins, donc ces mini-réseaux donc à partir de solaire et avec un stockage batterie, c'est beaucoup moins cher que de le faire, comme ça a été dit, avec des groupes électrogènes diesel. Donc il faut avoir un cadre politique qui permette... les Français s'y intéressent ou pas? Ce sont des projets de quelques millions d'euros à chaque fois? Ce sont dizaines de millions d'euros, je ne sais pas. Est-ce que les Français s'y intéressent et proposent une offre? Exactement. Donc j'ai cité tout à l'heure les 2 grands énergéticiens français, enfin les 3, pardon. Oui, il y a Total aussi. Oui, il y a Total dans l'électricité. Mais il y a également d'autres entreprises. Hein. J'ai cité Fonroche tout à l'heure, Sena Design, mais bien sûr, il y en a plein. Il y en a énormément. Et pour le moment, donc, avec l'ADEME et le syndicat des énergies renouvelables, on est en train aussi de regrouper cette offre française de façon à en faire la promotion à l'international. Alors je voudrais attirer juste l'attention du public sur un outil que nous avons développé avec l'ADEME, qui est un site, une cartographie des réalisations françaises à l'international. Si vous tapez sur Google savoir-faire français énergie renouvelable, vous allez arriver sur ce site et qui répertorie déjà aujourd'hui 84 réalisations. Il ne s'agit pas de projets, donc de réalisations d'entreprises françaises. Groupées en général. Et il y en a beaucoup en Afrique sur ces 84? Et il y en a une bonne partie qui sont en Afrique. Il y en a certainement une bonne trentaine qui sont en Afrique. Et ça ne représente probablement qu'aujourd'hui 30 ou 40% de ce qui a vraiment été réalisé. Donc on va faire prospérer ce site. Et il s'agit vraiment de montrer que
nos entreprises françaises sont à la pointe dans ces secteurs. Alors, Olivier Collat, chez Bolloré Blue Solutions, et le stationnaire notamment, vous travaillez sur quoi? Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup de ces fameuses centrales hybrides, on en a un peu parlé là à l'instant avec Jean-Louis Bal. Ça peut rencontrer les demandes des industriels, je pense à des brasseurs, voire même des cimentiers, du tertiaire. C'est un marché en plein développement aujourd'hui, ces centrales hybrides en Afrique noire. Oui, alors nous, on va travailler sur l'ensemble du marché de l'énergie aujourd'hui, en ce sens que, comme on l'a souligné là tout à l'heure, les enjeux vont se partager à la fois sur le on-grid, tout ce qui est donc production d'énergie, avec, comme l'a souligné AQO, l'importance quand même de délivrer de la production d'énergie renouvelable au réseau. Et pour cela, comme elles sont intermittentes, il faut aussi des capacités de stockage. Donc ça, c'est le marché, on va dire, on-grid. Oui. Au niveau des marchés off-grid, il y a deux enjeux principaux aujourd'hui en Afrique. Donc celui des centrales hybrides et celui de l'accès à l'énergie avec le développement donc, de l'électrification villageoise, dont peut-être on reparlera tout à l'heure. Au niveau des centrales hybrides, la problématique aujourd'hui des industriels, c'est d'avoir une énergie, une électricité de qualité, qui va être garantie 24 heures sur 24, ou du moins à partir du moment où l'industriel en a besoin, et une électricité qui va être de plus en plus verte, évidemment, et une électricité qui doit avoir des coûts contenus. Donc cette électricité aujourd'hui, elle est fabriquée, elle est produite avec des groupes électrogènes essentiellement, et l'idée que l'on a tous aujourd'hui, c'est de remplacer petit à petit l'usage de ces groupes électrogènes ou de diminuer leur consommation avec des centrales solaires qui vont être combinées à une capacité de stockage. Donc ça, on a des demandes à la fois pour des industriels comme les miniers, les brasseries, mais aussi des quartiers de ville, mais aussi des hôpitaux, des grands marchés, etc. Et donc là, on travaille avec des partenaires français sur des offres sur ces sujets-là. Et c'est essentiellement en autoconsommation, alors, en quelque sorte. Donc c'est un mix énergétique. Ouais. Donc ils vont en effet autoconsommer dans la journée l'électricité qui est produite par le solaire. Et puis quand il n'y a pas de soleil, parce que même en Afrique, de temps en temps, il n'y a pas de soleil, la batterie va prendre le relais. Et quand il n'y a plus de batterie, ça va être le groupe électrogène. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une offre française qui est globale, je pense aux développeurs, je pense aux installateurs, les batteries, vous êtes bien placé pour nous le dire, les gestionnaires, les opérateurs. Aujourd'hui, on peut arriver avec un package clé en main par une offre française. Oui, tout à fait. Ouais. Cette offre qui paraît simple sur le papier est techniquement assez compliquée, parce qu'il faut gérer des transitions entre l'énergie solaire, l'énergie de la batterie et l'énergie du groupe électrogène, avec des énergies qui peuvent être continues ou alternatives. Donc il faut gérer ces transitions-là. Donc techniquement, c'est assez complexe. Et on a la chance en France de posséder des entreprises qui travaillent sur l'ensemble de cette chaîne de la valeur. Donc il y a les Schneider, il y a les opérateurs électriques, il y a la batterie évidemment qui va jouer un rôle, il y a ceux qui vont fabriquer les convertisseurs d'énergie. Donc on est capable d'apporter aujourd'hui une offre complète. Je me tourne puis je vais vous passer après la parole Gérard Wolf, mais d'abord de nouveau M. Berthold et AQO. La biomasse, vous regardez la biomasse, on pense qu'il y a un potentiel considérable avec évidemment les terres arables en Afrique et puis face à la déforestation. Est-ce qu'on dit en général le marché, on synthétise, on dit c'est 80% l'éolien, le solaire, 20% l'éolien et on oublie un peu tout le reste. La biomasse, c'est considérable, vous travaillez sur des projets ? La biomasse en Afrique, c'est considérable. Donc, après, c'est aussi une question. À l'endroit où vous avez de la biomasse, vous n'avez pas forcément de réseau. Donc, on revient sur des questions de réseau. Sauf à faire des projets de relativement petite taille en biomasse, et ça existe aujourd'hui. Donc là, il y a la possibilité de faire tourner des moteurs avec de la biomasse en hybridation avec une batterie et du solaire. Et ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes parce que d'abord, ça reste moins cher qu'un groupe électrogène. Alors, la biomasse est une solution dans tous les endroits où vous avez de l'eau, bien évidemment, mais aussi dans des zones extrêmement arides, puisque vous avez des espèces envahissantes comme le prosopis ou des choses comme ça que vous trouvez, qui sont des plantes qui peuvent vivre exclusivement avec l'humidité qu'il y a dans l'air. Et puis vous avez tous les agro-industriels qui ont une biomasse fantastique, qui s'en servent ou qui ne s'en servent pas,
Donc il y a quelque chose là qui a un intérêt surtout, c'est qu'on critique un petit peu le choix je dirais l'intermittence des énergies renouvelables. Alors on parle beaucoup d'hydro. On considère que l'hydro est une solution. Oui, mais l'hydro, pendant 3 à 4 mois de l'année, c'est aussi une malédiction dans beaucoup de pays, parce que si vous prenez l'Éthiopie, c'est un pays fantastique en énergie renouvelable, eh ben, l'Éthiopie est incapable de faire face à ses besoins pendant 3 à 4 mois de l'année. Oui, parce que le problème, oui, mais c'est que ils arrivent à faire des steppes ou pas? Non. Oui, mais vous savez, vous n'allez pas monter. Plus vous montez je dirais des réserves importantes, plus vous inondez des vallées. Hein, alors, il y a un moment où il faut arrêter, parce que vous ne pouvez pas couvrir la moitié du territoire en réservoir. Donc il faut des solutions alternatives. On parle de mix énergétique. Le mix énergétique, c'est la solution. Est-ce que la biomasse, par exemple, sur le coton, il y a des choses à faire dans un certain nombre de pays, par exemple? Bien sûr, vous avez des zones cotonnières. Est-ce que les Français y sont? Bah oui, enfin nous, on essaye dans quel pays d'y être, au Bénin. Alors, évidemment, bon, on est au Mali, qui va probablement cette année être le premier pays cotonnier d'Afrique. Il y aurait la même chose sur le Burkina, sur le Tchad, sur l'Égypte. Donc toutes ces biomasses-là ont l'intérêt, si vous voulez, de générer de l'énergie pendant 8000 heures ou 8200, 8300 heures en fonction de la qualité de l'équipement que vous mettez. Ce qui est très différent des 1700 heures du solaire ou des 3500 heures de l'éolien. Donc la batterie, c'est fondamental. Le mix des énergies, c'est fondamental. Voilà. Et il y a tout en Afrique. Et il y a tout en Afrique. Alors, Gérard Wolf, on l'a cité au cours de la table ronde précédente avec Christine, il y a la dimension de la RSE et que l'offre française peut être un plus face aux Chinois, aux Turcs ou aux Indiens qui sont extrêmement agressifs. Est-ce que vraiment c'est facile à mettre en place, une RSE en termes d'accompagnement, de formation, de maintenance, etc. Est-ce que c'est facile à mettre en place quand on est sur des projets d'énergéticiens en Afrique? Non, c'est pas facile, mais c'est indispensable. Construit, c'est indispensable et c'est construit dans nos entreprises. Pourquoi c'est pas facile? Alors, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, parce que aujourd'hui, les cadres qui sont chargés localement de la mise en œuvre de toutes ces politiques, et notamment la politique RSE, sont dans une formation insuffisante. Je le dis parce que j'ai croisé beaucoup de représentants des ambassades africaines à Paris. C'est un sujet que les ministres africains eux-mêmes, que ce soit en Égypte, en Afrique du Sud, où que vous alliez, disent eux-mêmes en disant « notre bureaucratie est insuffisamment formée, elle est insuffisamment modernisée, et en particulier, ce qui touche à la gouvernance des villes, quand on parle de ce qui se fait dans les villes. » Donc, la RSE, pour nous, pour nos entreprises, elle est dans notre ADN. Moi, j'étais effectivement, un secret pour personne, dans EDF, mais toutes les entreprises ici représentées, on a maintenant le réflexe RSE, si je puis dire, pour faire court, partout. Mais on a beaucoup de mal à faire partager cette logique. Et quand on parle de ville, on parle d'une situation qui n'est pas comme les autres secteurs industriels, si on vend des voitures ou si on vend autre chose. Oui. On parle de construire quelque chose qui sera opéré par des locaux. Et je voudrais juste à ce sujet dire que ce sujet de la gouvernance locale et donc de la montée en puissance des PPP, de la montée en puissance des compréhensions des mécanismes de gouvernance locaux sera au centre de la conférence qu'on va organiser, bien sûr tout le monde y est convié, avec le comité Afrique qui est présidé par Patrick Fonladossa et avec la Task Force, au MEDEF le 22 mai. Vous pouvez vous y inscrire. Rendez-vous est pris. Mais est-ce que les Français en ont conscience d'aujourd'hui de ce changement de gouvernance, de ce changement de chaîne? Oui. Ah, toutes les entreprises françaises, mon job, si je puis dire, enfin c'est pas un job permanent comme vous savez, mais mon job c'est d'emmener des délégations partout en Afrique, ou partout dans le monde. D'ailleurs, la Task Force est compétente worldwide, mais quand on va en Afrique, comme ailleurs d'ailleurs, en Inde, on a le même problème de bureaucratie locale qui ne s'est pas adapté au fait que, ne s'est pas encore adapté au fait que les éléments de RSE, les éléments de participation des citoyens à la décision et au fonctionnement des services publics, c'est quelque chose qui va changer la donne. Donc il faut aller plus vite, et nos entreprises le savent parfaitement, oui. Et elles proposent quelque chose qui est un vrai avantage concurrentiel
parce que nous savons, par définition, depuis toujours, construire une formation adaptée pour les opérateurs locaux. Ouais. Alors Olivier Collat, qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Bolloré, en matière de RSE, et en quoi c'est bon pour l'Afrique, et en quoi c'est bon pour votre business? Oui, voilà, comme vous dites, tout ce qui est bon pour l'Afrique est bon pour le business, parce que notre objectif, évidemment, c'est de développer notre entreprise en Afrique. Nous sommes une des plus grandes entreprises présentes en Afrique, avec plus de 30 000 collaborateurs, 54 pays. Et nous sommes bien conscients des enjeux de notre responsabilité dans ce développement de l'Afrique. Plus l'Afrique va se développer, plus elle sera stable, plus les échanges que nous sommes capables de faire à travers notre activité de transport et de logistique seront compétitifs. Mais si on est concret, la RSE oui. Chez vous, c'est quel pourcentage du coût d'un chantier, d'un projet? C'est 10%? On peut le quantifier? Alors, là, au niveau de la RSE, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons investi dans ce qu'on appelle des blue zones en Afrique, dans 10 pays en Afrique. Nous avons construit des zones de développement économique et social, et c'est notre façon de participer à la RSE en Afrique, dans lesquelles nous avons des bâtiments, nous avons des terrains de sport, nous avons des salles de spectacle, de cinéma, etc., qui sont complètement autonomes en énergie. Donc c'est des panneaux solaires, c'est des batteries, il y a un groupe électrogène de secours, et ça on le met à la disposition des populations, des entreprises, des startups, des PME qui viennent dans ces zones de développement économique mettre en place leur activité. Gérard Vol, vous me disiez dans le creux de l'oreille que vous aviez un chiffre sur EDF et la RSE, par exemple sur un projet en Afrique. Oui, c'est sur un barrage, en fait, oui, c'est le même. C'est 13%. 13%. Ah oui, 13%. C'est pas négligeable. Ah non, c'est pas négligeable parce que sur un barrage, il faut reconstruire les nouveaux logements, il faut reconstruire des dispensaires, il faut reconstruire des écoles. Alors, Jean-Louis Bal, est-ce qu'on peut chasser en meute, au-delà du cliché? On se souvient qu'il y avait dans les plans du gouvernement à une époque, il y avait mieux vivre la ville, mieux vivre, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, tous ces trucs-là, mais oui, ça va être relancé, voilà. Bon, est-ce que donc dans mieux vivre la ville, sous-entendu en meute, en proposant une offre groupée, on peut le faire dans l'électricité, dans les marchés de l'électricité en France, quand on sait la faiblesse de nos équipements? On est peu finalement dans l'équipement, mais on est beaucoup dans l'ingénierie. Et moi, j'ai souvenir d'avoir animé un colloque pour l'Union française de l'électricité, où le patron du génie climatique, de la branche du génie climatique, expliquait que c'était très très difficile d'avoir une offre performante groupée parce qu'on avait des lacunes dans l'équipement. On est d'accord, il n'y a pas que l'équipement, mais ça compte. Effectivement, donc aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure des réalisations françaises à l'international. Il y a quand même une grande partie qui est de l'ingénierie, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi donc un certain nombre d'équipementiers qui sont engagés dans ces projets à l'étranger. Maintenant, il faut reconnaître que dans le solaire comme dans l'éolien, on ne fabrique pas d'éoliennes ou très peu en France. À part, on fait l'électro aussi. On fait des composantes qui peuvent être les générateurs, qui peuvent être les pales, etc. Hormis donc pour l'éolien en mer, sur lequel on a General Electric qui est aujourd'hui très largement exportateur à partir de son usine de Saint-Nazaire. Enfin, l'éolien en mer en Afrique, c'est pas pour demain. Non, c'est pas pour demain. Je pense que l'Afrique, ça sera principalement. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, vous êtes d'accord. Oui, d'accord. L'Afrique, ça sera principalement. D'abord, ce sera un mix énergétique, comme ça a déjà été dit. On a besoin de la complémentarité des énergies renouvelables. Mais ce qui va prédominer, ce sera le solaire et l'hydroélectricité, parce que c'est là qu'on a les ressources les plus abondantes. Je n'oublie pas la géothermie sur toute la partie du rift africain, mais ce sera quand même le solaire et l'hydroélectricité. En hydroélectricité, on a toutes les capacités en termes d'équipementiers en France. En solaire, on doit encore beaucoup s'améliorer. On a des équipementiers qui font des systèmes de suivi du soleil. On n'a pas encore aujourd'hui de grands fabricants de cellules photovoltaïques. Néanmoins, EDF vient d'annoncer ses investissements donc, dans l'usine de Photowatt dont il va décupler la capacité, et ça en collaboration avec un fabricant
canado-chinois, donc il va passer à 500 MW de capacité de production. Monsieur Berthold, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit nous, on a quand même du mal à être en chassé groupé avec les gros énergéticiens ou les. Ah bon, ça a l'air de vous étonner que vous. Non, allez-y. Ou les filiales énergie du BTP. Non. Alors, je vais. J'ai mal compris au non, téléphone. alors je vais. C'est moi qui me suis probablement mal exprimé sur ce sujet. D'abord, il y a des philosophies d'entreprise qui sont de temps en temps différentes. Et j'imagine que la vôtre est un peu différente de celle des gros énergéticiens. La nôtre est un peu hors cadre parce que vous parliez de RSE. Si vous voulez, quand vous faites un projet solaire, d'abord, vous avez des groupes qui ne s'intéressent à des projets solaires qu'à partir du moment où il y a une grande profondeur de champ dans le pays et qui vont pouvoir aligner plusieurs centaines de mégawatts. Alors, inutile de dire que ça vous supprime immédiatement la moitié du territoire africain, puisque ces pays-là n'ont ni la stabilité, ni le réseau, ni tout ça permettant de faire des projets multiples de grande taille. Ensuite, quand vous faites un projet, vous le faites à un endroit, et ensuite, en admettant qu'il y a un réseau, où vont les électrons? Bon, vous allez me dire, ils vont au plus proche, mais très souvent, ils vont quand même à la capitale. Et vous avez un chantier qui a peut-être eu 400 personnes. Et ensuite, si vous regardez de quoi vous avez réellement besoin pour faire tourner cette centrale, une trentaine de personnes, parce qu'il y a des emplois de gardiennage. Alors, ce que nous, on cherche à chaque fois, dans ces cas-là, c'est de déclencher un projet agricole qui va bénéficier de la proximité et qui va venir compenser tous les emplois qui ont été créés en phase de construction, mais en faire des emplois durables pour tout le reste de la vie de cette population. Alors, mais pour en venir à ma question sur le chassé groupé. Alors, le chassé groupé, d'abord, est-ce toujours nécessaire d'aller en chassé groupé? Il peut y avoir un chasseur et ensuite la troupe qui vient derrière. Après, lorsqu'on agit sur des pays qui sont des pays compliqués, alors par exemple, j'ai voulu faire venir des collaborateurs, d'autres entreprises françaises sur notre dossier malien. Après, il y a une vision du risque, une perception du risque que peuvent avoir des groupes, et je le comprends très bien. Et ensuite, on refuse de venir opérer sur des pays qui sont jugés trop dangereux. Voilà, donc si vous ne trouvez plus d'offres françaises parce que, malgré la présence, par exemple, de Sogea Satom, la société qui, elle, va faire le raccordement n'a pas le droit, par le même groupe, de venir opérer, vous êtes obligé de prendre un groupe libanais ou un groupe... voilà, c'est tout, c'est dommage. Alors, on va conclure. Il nous reste 5 minutes. On va faire la transition avec la table ronde suivante sur le financement. Alors là aussi, M. Berthold et puis M. Ball, et vous, messieurs, s'il y a un petit mot à dire, mais très très rapidement, vous me disiez que l'offre française, l'un et l'autre, on va commencer avec vous, M. Ball, n'était pas forcément bien taillée, qu'on avait du mal sur les... on n'était pas assez de terrain, on n'était pas assez dans une sélection opérationnelle, etc., dans les packages français en la matière. Est-ce que vous confirmez? Et qu'on n'était pas assez en offres liées, en quelque sorte. Je confirme. Maintenant, les choses évoluent. Je lisais ce matin, Fonroche a fait son opération avec un financement qui a été apporté par la DG Trésor et BPI France, qui va participer à la table ronde suivante. Le constat qu'on avait fait, nous, avec plusieurs des opérateurs, c'est que pour des projets de la taille de ceux qu'on peut installer en Afrique, qui sont des projets de quelques dizaines de millions, c'est de cet ordre-là, il n'y a pas de financement qui soit adapté à cette taille de projet. Si vous venez avec un projet de 150 millions, vous allez trouver beaucoup plus facilement du financement à des coûts compétitifs que pour des petits projets de cette taille-là. Donc il faut aussi avoir des petits projets. Il faut aussi avoir des petits projets. Et je rappelle que le coût du financement, il est extrêmement déterminant dans le prix du kilowattheure qu'on va obtenir ensuite. Donc, en gros, pour 1% de taux d'intérêt, on a 5% sur le coût du kilowattheure produit. Donc, c'est extrêmement important. L'autre aspect, et ça concerne particulièrement l'Afrique, c'est la couverture des risques. De l'argent pas cher, aujourd'hui, on en trouve très facilement. Il y en a beaucoup. Mais dès qu'on dit on va aller au Burkina... Ou on va aller, on l'a vu tout à l'heure, oui. Donc, à ce moment-là, on voit tout de suite les taux d'intérêt qui s'envolent. Donc,
Une couverture des risques, ça ce serait absolument déterminant pour le On développement. va parler de la table ronde suivante. Vous disiez, vous, Gérard, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Nous autres Français, c'est un des trucs que j'appuie sur dans la task force, nous autres Français, nous avons encore trop le réflexe de que fait l'AFD, que fait la BPI, que font les instruments français. Il faut qu'on sorte de ça. L'AFD fait un boulot fantastique, BPI aussi. L'AFD est en train de flécher des crédits urbains énormes, mais l'AFD, sa puissance de feu mondiale, c'est 12 milliards. C'est pas énorme. Donc il faut qu'on arrête d'avoir ce réflexe-là et qu'on fasse comme nos concurrents. Regardez ce que font les Allemands, regardez ce que font les Anglais. Ils vont se sourcer ailleurs. Et quand on parle d'Attijari, eh ben, les gens disent mais Attijari, c'est une banque marocaine, qu'est-ce qu'on va les... Mais ils sont extrêmement performants. Regardez des banques internationales, regardez les philanthropies, regardez les fonds verts. Simplement, on n'est pas très bon là-dessus. Alors, je termine juste en disant, parce qu'on n'est pas très bon, et notamment parce que le segment, et là-dessus Jean-Louis a raison, des petits investissements, on va dire entre 5 et 50 millions, est mal adressé, nous, on est en train d'essayer de mettre au point une règle, pas une règle du jeu, justement une table des matières pour dire voilà comment on peut opérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément, y compris par les multilatéraux, mais c'est mal connu en France et c'est notre job, les uns et les autres, d'aider les PME, souvent les start-up, à décortiquer le système. Eh bien, parfait. Et donc, pour avoir une offre française plus efficace, j'aimerais bien qu'on vous applaudisse tous les quatre, parce qu'ils nous ont dit plein de choses. On a essayé de dire tout ça sur un temps assez réduit. Et puis, j'appelle mon confrère Valérie Dubois qui va nous rejoindre pour la table ronde suivante. Justement, sur la question de financement, vous avez vu qu'on avait un peu lancé le sujet. Il voulait absolument en parler au cours de cette table ronde. Voilà. Merci à vous. Merci à toi.